Il y a des choses qui n'arrivent que dans les feuilletons. Et dans la vraie vie aussi. Demande à la petite fille qui a partagé son dernier morceau de pain avec un mendiant qui valait plus que tout l'immeuble entier. Elle n'avait que ça, un pain sec moisi sur les bords. Et pourtant, elle l'a tendu à deux mains tremblantes, comme on offre un trésor. En face, un vieux, courbé, sale de la tête aux pieds, a pris le pain avec précaution et a pleuré. Oui, il a pleuré. Si tu fais partie de ceux qui aiment une bonne histoire, laisse des à ton j'aime et abonne-toi. Sinon, tu vas rater la suite de ce récit qui, tu verras, va te nouer la gorge. Écoute bien maintenant, parce que ce que je vais te raconter ne parle pas seulement d'un pas. Ça parle de choix, de destin, et de la manière la plus étrange que la vie ait trouvée pour récompenser un cœur pur. La fillette s'appelait Anna, toute fine, de celles que le vent emporte facilement, les cheveux en bataille, la robe pleine de reprises. Elle vivait dans un quartier où les chiens aboyaient maigres et les enfants riaient le ventre vide. Pas de père, pas de mère, juste la grand-mère et la faim. Ce pain était tout ce qu'elle restait. La grand-mère avait dit « Garde-le, ma fille, c'est tout ce qu'on a ». Mais Anna, en voyant l'homme allongé sur le trottoir, les mains violettes et la barbe crasseuse, n'a pas hésité. Elle s'est avancée vers lui et a dit « Monsieur, vous voulez un morceau ?» L'homme a levé les yeux, et pendant un instant, elle a senti quelque chose d'étrange, un éclat dans le regard, une posture qui ne collait pas avec la saleté. Mais c'est vite passé. La misère est un bon déguisement. Il a pris le pain avec délicatesse, comme s'il avait peur de le briser. « Merci, petite, tu ne sais pas ce que tu viens de faire. » Anna esquissait un sourire timide et rentrait chez elle. Son estomac grondait. La grand-mère a demandé « Tu as donné le pain ?» Elle a hoché la tête. La vieille a soupiré, a pris un peu d'eau chaude avec du sel et a dit « Bois ça, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. » Elle ne savait pas que ce geste, si petit, deviendrait une nouvelle, dévoilerait des secrets et changerait le destin d'une ville entière. Parce que l'homme, ce mendiant, n'était pas ce qu'il semblait. Ce qu'il a fait ensuite, eh bien, il y a des gens qui n'y croient toujours pas. Mais moi, je l'ai vu. Et si tu as du courage, je vais te le raconter. Je te dis juste une chose. Il y a des gens qui a l'air pauvres, mais qui sont riches d'une manière que l'argent n'atteindra jamais. Et il y en a d'autres, riches en poche, mais pauvres en âme. Le lendemain, le banc de la place était vide à l'aube. Le soi-disant mendiant avait disparu comme s'il n'avait jamais été là. Pas de traces, pas d'empreinte, pas même une miette de pain. Et Anna, Anna a poursuivi sa routine faite de silence et d'espoir, sans savoir que sa vie avait déjà commencé à changer. Ce matin-là, quelque chose d'étrange se produisit. Alors qu'elle allait puiser de l'eau au puits du quartier, une femme inconnue, très apprêtée, s'approcha avec un petit carnet en la main et demanda « C'est toi, la petite fille qui a donné le pain ?» Anna ouvrit grand les yeux, méfiante. « Quel pain ?»« Celui d'hier, à l'homme de la place. »« Ce n'était qu'un pain, » répondit-elle gênée, comme si elle avait cru d'avoir mal agi. La femme sourit, d'un sourire qui faisait froid dans le dos. Oui, mais c'était le bon pain pour la bonne personne. Et elle s'en alla. Anna rentra chez elle, la tête en ébullition. Elle en parlait à sa grand-mère, qui poussa un de ces soupirs que seuls les anciens savent faire. Ouh, ça va faire des vagues. Ceux qui viennent poser des questions sur ce qui est déjà passé apportent avec eux ce qui n'est pas encore arrivé. Et les vagues ne tolèrent pas. En fin d'après-midi, une voiture noire, du genre que le quartier n'avait jamais vue, s'arrêta juste à l'entrée de la ruelle de terre battue. Le chauffeur descendit, en sustac, l'air de quelqu'un qui ignore ce que c'est que de marcher dans la boue. Et il dit « Est-ce que Anna vit ici ?» Les gens se rassemblèrent comme des fourmis autour d'un pot de sucre, curieux de voir, prêts à juger. Et l'homme dit « Monsieur Théodore souhaite lui parler. » Théodore.
Le nom tomba comme une pierre dans un puits profond. Parce que Théodore était le nom d'un des hommes les plus riches et mystérieux de la ville. De ceux dont on ne sait pas s'ils existent vraiment, ou s'ils sont une invention de politiciens et de vendeurs de terrain. La grand-mère d'Anam se leva sa chaise péniblement. « Quelle est cette histoire ?» Et le chauffeur dit « Il m'a chargé de la remercier et de l'inviter chez lui. Il a dit qu'il a quelque chose à lui remettre. » « Mais pourquoi ?» L'homme l'a regardé avec sérieux. « Parce que hier, tu as fait ce que presque personne ne fait en ce monde, donner sans attendre de retour. » Personne ne comprenait rien, ni la grand-mère, ni les voisins, ni Anna. Mais c'est là que le mystère commença. Parce que Théodore était vraiment celui qu'on disait. Que faisait-il caché dans une place, déguisé de mendiant, mangeant du pain rassis? Ou pire, est-ce que c'était vraiment lui? Et si c'était le cas, que voulait-il à une fille de 11 ans, mère, pauvre, invisible? Oui, certaines histoires commencent par un morceau de pain et finissent par un testament. Mais calme-toi, on n'est pas encore arrivé à la partie la plus étrange. La grand-mère ne l'a pas permis. Elle fut directe et catégorique, avec la fermeté de quelqu'un qui est déjà trop vécu pour se laisser avoir par de belles paroles. Anna n'ira nulle part. Il peut être roi, millionnaire ou saint, mais ma petite fille ne sortira pas d'ici tant que je ne saurai pas où elle met les pieds. Le chauffeur se gratta la nuque, gêné. Il sortit une enveloppe de sa veste et l'attendit à la vieille dame. « Voici les instructions et le billet aller. Une voiture viendra vous chercher demain à 7 heures. » 7 heures du matin. Avec une lettre en main et la peur dans le ventre, la grand-mère ferma la porte ce soir-là comme on ferme le monde dehors. Elle s'assit sur le lit, alluma une bougie, car cela faisait déjà 2 jours qu'on leur avait coupé l'électricité, et resta regarder Anna dormir, enveloppée dans un drap fin, les pieds découverts. « Qu'est-ce qui venait à cet enfant, mon Dieu ?» murmura-t-elle à voix basse. La lettre n'était pas signée par Théodoro, mais elle portait un blason élégant, scellé avec de la cire rouge. À l'intérieur, une seule phrase. « Parfois, la bonté change les destins. Demain, viens récolter ce que tu as semé. » Et le nom d'une rue. Allée des Magnolias. Sans numéro. Juste à ça. Le problème, c'est que cette adresse n'existait plus. Du moins, pas pour ceux qui vivaient là, dans le quartier. Cette fameuse allée des Magnolias avait été condamnée et fermée par la mairie des années auparavant, après un éboulement. On disait qu'elle était rentée et que personne n'y vivait plus depuis qu'une femme riche avait disparu sans laisser de traces. Et que Théodore lui-même, s'il s'agissait bien de lui, avait racheté cette partie de la ville, puis disparu avec elle. Cette nuit-là, le quartier ne dormit pas. Et la grand-mère, encore moins. Car il y avait un dilemme. Refuser pouvait être dangereux, mais accepter l'était peut-être encore plus. « Mamie, » chuchota Rena dans le noir, « s'il était un ange ?» La vieille ne répondit pas. Elle serra simplement la main de sa petite fille et dit « Qu'il en soit un, mais mamie va avec elle. » Et elle y alla. Le lendemain matin, à 7 heures précises, une voiture noire brilla à l'entrée du quartier, identique à la précédente. Et cette fois, on ne posa pas de questions. On ouvrit simplement la portière. Anna monta, la grand-mère monta, et tout le quartier observa en silence la fillette disparaître dans cette voiture comme si elle entrait dans un autre monde. Mais ce que personne n'attendait, c'est que le conducteur était quelqu'un qu'on croyait mort. Ou plutôt, quelqu'un que l'on disait mort. L'homme au volant était le frère de Théodoro. Et ce nom était maudit dans cette ville. La grand-mère d'Anna reconnut l'homme dès qu'il ouvrit la portière pour nous faire monter. « Marcello ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. L'homme hésita, mais ne répondit pas. Il se contenta de sourire des yeux, fit un geste respectueux de la tête. Il portait un costume et son visage était le même qu'il y a 20 ans, seulement plus sec, plus sombre. Le même visage qu'elle avait vu dans une vieille nouvelle. Sous le titre « Héritier d'Esparie, suspecté de fraude, il s'est volatilisé sans laisser de traces. » Marcello Brandao, frère cadet de Teodoro,
fils d'un empire financier et d'une famille détruite par les tragédies et la cupidité. La grand-mère se classa intérieurement. Elle s'assit à l'arrière, Anna sur les genoux, comme si elle voulait la protéger de quelque chose d'invisible. La voiture avança en silence, traversant les rues qui semblaient plus vides que d'habitude. Pas de radio, pas de bruit, seulement le moteur et la respiration retenue. « Où allons-nous » demanda Anna. Marcelo répondit d'une voix calme, mais pleine d'épines. « Au seul endroit où les riches se souviennent encore d'où ils viennent. » Il n'y a plus une heure à atteindre la fameuse allée des Magnolias. Mais ce qu'ils virent ne semblait pas abandonné. De grandes grilles en fer forgé, des gérabins propres, une odeur de jasmin et d'abricot dans l'air, et un manoir immense, d'architecture ancienne avec des fenêtres qui semblaient observer au lieu d'être observées. Anna resta bouche bée. « Tout ça, c'est à lui ?» Marcelo acquiesça. « C'est à lui, et peut-être un jour, ce sera à toi aussi. » La grand-mère serre la main de sa petite fille avec force. « C'est une blague ?» Mais il ne répondit pas. Il indiqua seulement l'entrée de la maison. À l'intérieur, le temps semblait figé. Des lourds tapis, des tableaux aux yeux qui suivaient, des escaliers en spirale et un silence qui criait. Une vieille dame apparut de nulle part, vêtue de soie, les cheveux blancs comme neige fraîchement tombée. L'enfant est arrivé. Il est pareil. Elle montra une porte au fond du couloir. Marcelo s'inclina. Seule, Anna entre. La grand-mère se levant à la bon. Mais il n'en est pas question. Elle n'entre nulle part toute seule. Mais Anna regardait la porte comme si elle reconnaissait quelque chose qu'elle n'avait pourtant jamais vu. Comme si l'odeur du bois, la poignée dorée et le doux son de piano qui venait de l'intérieur réveillaient des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Elle s'avança lentement, pas à plat. La main tendue atteignit la poignée. Elle ouvrit, et de l'autre côté se retrouvait le vieux de la place. Sauf que maintenant, il était vêtu comme un roi. Sur un trône simple, mais digne, avec des yeux brûlants de lucidité et une photo en main. Anna entra, et il dit « Je savais que tu le viendrais, ma fille. » La fillette s'arrêta. La grand-mère resta figée, car la photo dans ses mains était celle d'un bébé dans les bras d'une femme qui n'était autre que la fille perdue de Teodoro. Et si cela était vrai, alors Anna n'était pas juste une fille du quartier, elle était l'héritière d'un empire et d'un mensonge. Le salon était un sanctuaire de souvenirs anciens. Au mur, des portraits de famille, des cartes annotées à la main, des bougies allumées, comme pour une veillée funèbre qui n'avait jamais pris fin. Le vieil homme, désormais propre, bien habillé, avec des yeux profonds de celui qui a trop vu, tendit la photo à Anna. « C'était ta mère, et c'était ma fille. Elle a disparu il y a 12 ans, le jour où l'on m'a dit que tu étais morte à la naissance. » La grand-mère entra, les yeux écarquillés. « C'est un mensonge. La mère d'Anna est morte dans l'inondation de Dos Rios, avec son père. » Teodoro secoua la tête, lentement. « On vous a menti, Dona Zulmira. On nous a menti à tous. » La photo tremblait dans les mains de la fillette. « Mais pourquoi? Pourquoi avoir caché tout cela ?» Le vieux fixa Marcelo, qui se tenait près de la porte, le visage aussi dur que le marbre. « Parce que quelqu'un devait effacer le nom de l'héritière, et quelqu'un de ma propre famille s'en est chargé. » La tension dans la pièce était palpable. On aurait pu la trancher avec un couteau émoussé. Marcelo baissa les yeux. Le silence en disait plus que les mots. Le testament était prêt. Tout devait lui revenir. Mais quand ma fille est morte, ou du moins quand on m'a fait croire cela, j'ai tout brûlé. J'ai fait don de mes entreprises. J'ai vendu mon nom. Je suis parti vivre dans la rue, cherchant à comprendre où j'avais échoué. Anna s'approcha, lentement. Elle regardait le vieil homme avec les yeux de quelqu'un qui n'avait jamais eu de grand-père et qui, soudain, en avait deux. Un de sang, un d'abandon. Et pourquoi réapparaître maintenant? Teodoro respira profondément. Son torse lui faisait plus mal que ses os. Parce que tu m'as donné du pain, quand plus personne ne me regardait. Parce que même sans savoir qui j'étais, tu m'as vu. La grand-mère s'approcha, plus furieuse qu'effrayée. C'est un mensonge.
La mère d'Anna est morte dans l'inondation de Dos Rios avec son père. Le vieux regarda avec tristesse. Tu as enterré un cercueil vide, Zulmira. Ma fille a été assassinée et l'enfant a été caché. Anna sentit le monde tourner autour d'elle. Ma mère a été assassinée. Teodoro hocha la tête, les larmes coulant lentement. Par quelqu'un qui portait le même nom que moi. Les yeux d'Anna cherchèrent Marcelo. Il détourna le regard. Je ne savais pas. Le jour surtout, murmura-t-il tremblant. Mais Teodoro frappa le sol avec sa canne, emporté par la colère et l'impuissance. « Si, tu savais, c'est toi qui l'as livré. C'est toi qui as effacé notre histoire. » Marcelo tomba à genoux. « Je ne voulais pas ça, je le jure. » Mais c'était déjà trop tard. La vérité se fracassait au sol, comme de la vaisselle brisée. Anna recula. Son sang bouillonnait, se glaçait, puis bouillonnait à nouveau. Le pain donné la veille devenait héritage, meurtre, mensonge et pouvoir. Mais avant qu'elle puisse prononcer un mot, la porte s'ouvrit brutalement. Un homme grand, vêtu d'un manteau noir, entra sans être annoncé. « Désolé d'interrompre, mais je crois que nous avons un problème, » dit-il avec un sourire glacial. C'était l'avocat de la famille Brandao, et dans son autre main, il tenait un Nouveau Testament, un qui ne mentionnait pas le nom d'Anna. L'avocat était de ceux qui entrent déjà en terrain conquis. Costume sur mesure, chaussures qui ne touchaient même pas le sol. Elle flottait. Il dégageait une odeur de cuir cher et de fumée froide. En voyant Anna, il esquissa un sourire cynique, comme s'il savait tout avant même que l'histoire ne commence. « Bonjour, monsieur Teodoro, » dit-il d'une voix imprégnée d'arrogance. « Je suis simplement ici pour remplir les formalités. Il y a 3 ans, vous avez signé un Nouveau Testament qui entre maintenant en vigueur. » Teodoro leva les yeux, lentement mais fermement. J'étais hors de moi, perdu, manipulé, mort à l'intérieur. L'avocat leva simplement la chemise de cuir et sortit les documents. 3 copies, signature certifiée, tout enregistré. Et une signature impossible à nier. Vous étiez parfaitement lucide. Ici, il est stipulé que vous avez renoncé à votre héritage et tout transféré à un unique bénéficiaire. Marcelo Blaine tenta de dire quelque chose. Je n'ai jamais demandé ça. Mais l'avocat n'était pas là pour écouter. Il était là pour confirmer, pour enterrer, pour s'assurer que la petite fille qui avait donné du pain reste seulement cela. À partir d'aujourd'hui, tout le patrimoine, les actions et les biens de M. Teodoro passent sous contrôle de la fondation Brandao. Présidée par qui? Ajouta-t-il avec théâtralité, M. Marcelo Brandao. Anna se leva, sans comprendre. « Mais il a dit que tout m'appartenait. » L'avocat ne se tourna même pas. L'enfant n'est pas enregistré. Pas d'ADN, pas d'acte, pas de nom de famille. La grand-mère se mit en colère. C'est une arnaque, un piège. Teodoro se leva de sa chaise avec peine, le corps tremblant de rage et d'impuissance. J'ai été trompé, manipulé, détruit, mais je ne laisserai pas les choses en rester là. Marcelo, les yeux pleins de larmes, murmura « Je ne voulais pas ça, je le jure. » Mais c'était déjà trop tard. L'avocat ferma sèchement le dossier. « Ce que vous voulez n'a plus d'importance. Tout est enregistré. La seule façon de renverser cela serait que la fillette soit reconnue légalement comme héritière. Et pour cela, il faudra une preuve. » Teodoro se tourna vers Anna. Son regard avait changé. Il n'était plus tendre ni sage. Il était désespéré. « Le journal de ta mère, il existe encore. » Marcelo ouvrit grand les yeux. « Quoi ? » « Il est caché. Et dedans, il y a tout. Son nom, sa grossesse, les raisons de sa fuite et les coupables. » L'avocat s'avança, froid. Ce journal n'est jamais apparu, et s'il refait surface maintenant, il sera considéré comme un faux. Teodoro regarda Anna et dit avec fermeté, « Mais toi, tu vas le trouver, et quand tu le trouveras, tout changera. » Avant que qui que ce soit puisse réagir, le vieil homme s'effondra à genoux. Son corps se contracta, sa respiration s'arrêta. Anna cria. La grand-mère courut. Marcelo resta figé. Et l'avocat ne fit que faire demi-tour et sortit de la pièce. Teodoro était en train de faire une crise cardiaque. Et dans ses derniers mots, serrant la main de sa petite fille avec la force de celui qui retient le monde, il murmura « Dans la cave de la grande maison rouge, derrière le piano. » Et il mourut. Le cœur d'Anna
ne comprit pas, mais le monde autour d'elle, lui. La guerre pour 1 an venait de commencer. La veillée fut silencieuse. Aucun journal n'en parla. Aucune autorité ne se montra. Seulement Anna, sa grand-mère, quelques anciens employés, et Marcello, le visage trempé de culpabilité et de souvenirs. Mais le deuil n'eut pas le temps de se faire, car cette nuit-là, lorsque tout le monde fut parti, Anna retourna au manoir. Elle attendit que l'obscurité recouvre tout. Elle entra par l'arrière, comme on pénètre dans un temple ou dans son propre destin. Sa grand-mère voulait l'accompagner, mais Anna dit « S'il y a quelque chose là-bas, c'est pour moi. » C'est ce qu'il a dit. Zulmira embrassa simplement le front de la fillette et lui donna un vieux crucifix. « Si tu entends un bruit, ne cours pas, prie. » Anna marcha lentement, le pied à peine posé au sol. Le grand salon avait encore les bougies de la veillée. Dans un coin, le vieux piano. Le manoir, la nuit, était un animal endormi. Il craquait, respirait, gémissait. Les couloirs semblaient s'allonger, et les yeux des portraits la suivaient. Noir, immense, et couvert d'un drap grisâtre. Anna s'approcha. Elle retira le tissu comme on dévoile une tombe. Le piano semblait intact, mais lorsqu'elle appuya sur une touche, un son strident résonna, dissonant, comme un tri. Derrière le piano, le mur avait une fissure, une petite trappe camouflée sous la plinthe. Et là, exactement où Deodoro avait dit, un crochet de fer caché entre des planches disjointes. Anna tira dessus, un déclic sec. Et le plancher du salon s'ouvrit. Une trappe révélant l'escalier ancien, en bois pourri, qui sentait l'humidité. En bas, seulement l'obscurité. Elle descendit avec une bougie à la main. Chaque marche gémissait sous son poids. La cave était grande, remplie de meubles couverts de draps et de tableaux tournés vers le mur. Tout au fond, un coffre rouge. Elle s'en approcha et, en l'ouvrant, elle ne trouva ni or ni bijoux. Elle trouva des cahiers à l'écriture douce, des dessins d'enfants, des phrases comme « Aujourd'hui, j'ai senti le bébé bouger, je l'appellerai Anna. Si quelque chose m'arrive, j'espère qu'elle trouvera ceci un jour. Marcello en sait trop, je dois partir avant que... » Les phrases étaient incomplètes, mais c'était suffisant. La preuve était là. Anna serra les cahiers contre elle, elle sentait l'odeur de sa mère, le poids du passé, la chaleur de quelque chose qu'elle avait toujours cherché sans savoir comment le nommer. Mais en se retournant pour remonter, l'escalier était brisé. Quelqu'un l'avait suivi. Quelqu'un savait, et maintenant, Anna était enfermée dans la cave, seule, avec le journal de sa mère et la peur de la vérité. La cave était sombre, mais la peur était claire comme le soleil de midi. Anna tremblait, serrant les cahiers comme on s'agrippe à la seule corde qui vous maintient en vie. Chaque bruit résonnait comme un trou d'air, le vent entre les interstices, un pas imaginaire, le bois qui craquait tout seul. Au-dessus, l'escalier brisé. Quelqu'un l'avait détruit, volontairement. Et elle savait qui. « Marcello !» murmura-t-elle, la bouche sèche. Car seul lui connaissait l'existence du journal, seul lui était là ce jour-là, seul lui avait tout à perdre. Anna tenta de crier, mais le manoir était profond, conçu pour cacher, pas pour entendre. La cave était un secret dans un autre secret. En haut, Marcello tournait en rond, sa respiration saccadée, le visage rouge, les yeux fermés comme s'il essayait d'effacer ce qu'il voyait. L'avocat l'avait menacé. « Si ce journal voit le jour, tu perds tout. Et pas seulement l'argent, tu perds ton nom, tu perds ta liberté. Tu seras accusé de complicité, de falsification, d'omission. » Marcello secouait la tête. « Je ne voulais pas ça. Je voulais juste... » « Tu as juste voulu faire disparaître la fille de ton frère. Tu as juste signé les papiers. Tu as juste profité du silence. » Mais le silence a une date d'expiration. Et Anna était le cri qu'il avait essayé de faire taire pendant des années. En bas, elle alluma une autre bougie. La flamme dansait sur les pages du journal. Et parmi les écrits, une enveloppe plus petite, plus fine, avec le blason de la famille Brandau et un ruban doré. À l'intérieur, un document écrit à la main par sa mère. « Si quelque chose m'arrive, je déclare que ma fille Anna est l'unique héritière légitime de ce que j'ai construit et de ce qu'on m'a volé. Qu'elle trouve l'amour là où il y avait toujours eu l'absence. » Et la signature. Anna pleura.
Mais était là, sur ce sol sale et obscur, qu'elle comprit qu'elle n'était plus une simple enfant. Elle était la dernière mémoire vivante d'une femme réduite en silence, et cela avait du pouvoir. Elle entendit un bruit au-dessus. La trappe s'ouvrit lentement. Une ombre descendit. Marcello, avec un bidon d'essence dans la main. « Je ne voulais pas faire ça, Anna, mais tu dois oublier, tu dois disparaître, comme ta mère. » Anna recula, mais ne fuyez pas. « Si tu brûles ça, tu la tues une deuxième fois. Elle est déjà morte et elle emporte ma vie avec elle. »« Non, cria-t-elle, c'est toi qui as tué ta propre chance d'être quelqu'un de bien. » Marcello s'approcha, il ouvrit le bidon, répandit le liquide sur le sol, la bougie tremblait, il suffisait d'une étincelle et tout partirait en cendres. Mais avant que le feu commence, quelque chose d'inattendu se produisit. Une voix résonna dans la cave, forte, ferme. Marcello repose ça. C'était une Mira, avec un fusil dans les mains. « Je t'ai prévenu, si tu touches à cet enfant, tu connaîtras ce qu'est une vraie grand-mère. » Marcello fibla. Anna courut vers elle, l'écaillait contre sa poitrine. La grand-mère tira un coup en l'air, la fumée emplit la cave, l'écho réveilla le manoir, et l'avocat, qui attendait dehors dans la voiture allumée, s'enfuit en courant. Ce jour-là, la vérité a failli devenir cendre. Mais elle ne l'a pas été, parce qu'une petite fille avec du pain dans les mains possédait maintenant toute l'histoire. Et ça, personne ne pourrait l'effacer. Au commissariat, le chef de police se grattait la tête. Il regardait les cahiers, le document signé, les vieilles photos. Il prit l'enveloppe au blason comme s'il tenait une bombe prête à exploser. Ça, si c'est vrai, ça fait tomber la moitié de la ville, donna Zulmira. La grand-mère d'Anna ne cligna pas les yeux. C'est vrai. Si vous voulez vérifier, prenez son sang. Vous verrez que le sang est le même. Même si on essaie de le cacher, le sang parle. Anna, assise sur le banc, serrait ses genoux. Un policier lui offrit un verre d'eau. Elle le refusa. Tout ce qu'elle voulait, c'était que tout cela finisse vite. Le commissaire se tourna vers Marcello, menotté dans un coin de la salle. « Vous avez quelque chose à dire ?» Marcello respirait par la bouche. Il transpirait. Ses lèvres tremblaient. « J'ai seulement obéi. C'est l'avocat. C'est lui qui a tout planifié. Moi, j'ai seulement signé. »« Et pourquoi avez-vous enfermé la fillette dans la cave ?» répliqua le commissaire. « Parce qu'elle pouvait tout faire s'écrouler. » La phrase frappa le mur et rebondit. Écho de culpabilité. Le commissaire se leva. « Vous allez répondre pour séquestration, tentative de destruction de preuves, dissimulation de vérité. » Il regarda Anna et pour la douleur causée. Marcello fut emmené, et en sortant, il se tourna vers Anna et dit « Pardonne-moi, je n'ai juste pas su perdre. » Anna le regarda, sans juger, mais sans oublier non plus. On ne perd pas ce qu'on n'a jamais eu. Le lendemain, la ville se réveilla avec un nouveau titre. Fillette du quartier, héritière d'un empire disparu. Journal perdu révèle un vieux crime et un scandale chez les Brandao. Anna devint un nom de rue, d'école, de conversation à la boulangerie. Mais rien de tout cela ne comptait, parce qu'elle voulait seulement deux choses, justice et paix. Et la justice arriva, avec goût. Le juge lut le testament brûlé, accepta le document manuscrit et déclarait qu'à partir de ce moment, Anna serait reconnue comme descendante légitime de Teodoro Brandao et héritière légale de tout le patrimoine qu'il avait donné, mais qui, par clause de réversion, revenait automatiquement au sang direct en cas de fraude. L'avocat enfuit à l'étranger. Marcello, 15 ans de prison. Et Anna, elle devint propriétaire de plus qu'une fortune. Propriétaire de son propre nom. Et ça vaut plus que n'importe quel héritage. Mais elle ne garda pas tout. Elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle donna la moitié de la fortune, créa une fondation au nom de sa mère. Et avec l'autre moitié, elle fonda une école dans le quartier où tout avait commencé. Là où un morceau de pain fut offert, et le monde a tourné. Et il a tourné avec joie. La fondation naquit petite, dans un entrepôt oublié du vieux centre-ville, mais elle portait un nom lourd. Institut Clara d'Anna, en hommage à la mère réduite au silence et à la fille, qui parla pour deux. À l'entrée,
Une phrase gravée dans le fer. Celui qui donne ce qu'il n'a pas, donne ce qu'il est. L'Institut grandit rapidement. Le quartier, autrefois marqué par la boue, devint symbole d'espérance. Des enfants avec des uniformes neufs, des repas chauds, des cahiers remplis. Et du pain tous les jours. Car Anna n'oublia jamais le jour où elle n'en avait qu'un et qu'elle le partagea. Dans la salle principale, un portrait de sa mère souriante, tenant Anna bébé, comme le souvenir qu'elle avait elle-même reconstruit. Là, elle accueillait personnellement les familles vivant ce qu'elle avait vécu. On disait que Anna n'avait pas seulement de l'argent, elle avait de la lumière, et ceux qui entraient là en ressortaient changés. Zulmira, désormais affectueusement appelée Donna Zul, dirigeait la cuisine. « La nourriture doit avoir une âme, ma fille. Celui qui mange juste pour remplir son ventre reste vide. » Marcelo, en prison, envoyait une lettre. Il demandait pardon. Disait qu'il lisait tout sur l'Institut, sur les journaux de la prison. Que s'il pouvait revenir en arrière, lui aussi aurait donné ce pain. Anna lut la lettre. Elle pleura. Mais elle ne répondit pas, car le pardon ne se demande pas. Il se vit. Un jour, un garçon maigre, aux cheveux en bataille, se présenta à la porte de l'Institut. Sale, pieds nus, un sac de canettes sur le dos. Il regarda Anna et demanda « Madame, y a-t-il du pain ?» Elle sourit. « Y a plus que ça. Entre. » L'enfant mangea 3 morceaux, pleura sans bruit, et avant de partir, demanda « Vous êtes riche ?» Elle réfléchit. Elle regarda autour. Les enfants qui jouaient, les anciens qui dansaient du fourreau sur la terrasse, les livres ouverts, l'odeur de pain sortant du four. Et elle répondit « Non, je suis guérie. » Car la faim n'était pas seulement celle de la nourriture. Elle était la faim de nom, de voix, d'avenir. Et elle, entre coups et hérités, avait vaincu l'absence. À l'anniversaire de l'Institut, Anna fit un discours, sans papier. Elle parla avec le cœur. « J'ai donné un pain et j'ai reçu le monde. Mais le plus beau, c'est que je n'ai jamais eu besoin de garder de la nourriture. Parce que désormais, chaque jour, quelqu'un s'assied à notre table. Et la table n'est jamais vide. » Le public se leva pour l'applaudir. Et son histoire devint un livre, un film, une conférence. Mais elle resta Anna. Juste Anna. La fillette qui partagea son dernier morceau et découvrit que l'amour se multiplie. Même avec le monde à ses pieds, Anna ne quitta jamais le quartier. Elle construisit une maison neuve sur le même terrain où elle avait grandi. Avec sa grand-mère, les chiens maigres désormais dodus, le vieux poêle restauré et les fenêtres grandes ouvertes sur le monde. « C'est le seul manoir où je peux respirer », disait-elle. Et c'était vrai. La nouvelle maison avait un sol en ciment lisse, des rideaux fleuris et l'odeur du café frais chaque matin. Il n'y avait pas de luxe, mais il y avait un foyer, et c'était plus que suffisant. Les journaux voulaient des interviews, les magazines proposaient des couvertures, une chaîne de télévision alla jusqu'à lui proposer une télé-réalité sur l'orpheline devenue millionnaire. Anna refusa tout. « Mon histoire n'est pas un spectacle, c'est une cicatrice. » Un soir, une femme arriva à la porte. Vêtements simples, yeux creusés, voix presque éteinte. « C'est ici, l'Institut ?» Anna acquiesça. « Puis-je vous aider ?» La femme hésita. Puis elle montra une petite fille, cachée derrière sa jambe. « Ma fille ne parle plus, depuis que son père... » Sa voix se brisa. « Depuis qu'il a disparu. » Anna s'agenouilla, à hauteur de l'enfant. « Comment s'appelle-t-elle » La femme ne répondit pas, la petite non plus. Alors Anna tendit doucement la main. « C'est bien si aujourd'hui tu ne veux rien dire, mais si demain tu veux dessiner, danser ou juste t'asseoir ici sur ce banc avec moi, on commencera par là. » La fillette prit sa main, froide, petite,
et sourit. Le lendemain, elle arriva en dessinant. La semaine suivante, elle arriva en parlant. Et la 3e semaine, elle dit à voix basse « Tu ressembles à un ange. » Anna répondit « Je ne suis pas un ange, ma fleur. Je suis un pain qu'on m'a donné un jour et que je partage aujourd'hui. » La nouvelle fit le tour, une fois de plus. Mais cette fois, personne ne cria. Car celui qui a faim apprend à parler doucement. Et ce que Anna avait créé n'était plus un projet. C'était un refuge, un lieu où les invisibles devenaient visibles, où les noms oubliés devenaient des histoires, et où un simple geste sauvait une vie. Parfois, c'était juste une assiette de nourriture. D'autres fois, une étreinte. Mais le plus beau, c'est que rien là-bas n'avait à voir avec l'argent. Tout était question de soi. Et ça, l'argent ne l'a jamais acheté. Dans le quartier, Anna était une légende vivante. Tout le monde la connaissait, on parlait d'elle comme on parle d'un saint de dévotion. Mais un dimanche, avec un ciel nuageux et un vent étrange, Anna ne se montra pas. Ni à l'institut, mais chez elle, ni à la boulangerie où elle prenait son café à 7 heures précises. Dony Azul fut la première à s'en rendre compte. Anna n'est jamais en retard, même à ses propres funérailles, si elle en avait un. Elle appela son numéro, appela, rappela, rien. Elle alla à la maison, la porte était fermée, tout en ordre, aucun signe de lutte, la théière encore pleine, le pain rassis sur la table et un billet de la veille laissé sur le journal de sa mère. « Aujourd'hui, j'ai besoin de marcher seul. » Le quartier s'agita. Les rumeurs jaillirent comme du maïs chaud. « On l'a enlevée! Elle a pris l'argent et s'est enfuie! Elle est malade et ne veut pas qu'on la voie !» Mais Dony Azul connaissait chaque silence de sa petite fille, chaque point final, chaque soupir. Et elle savait. Anna n'avait pas fui. Anna était partie chercher quelque chose. En fin de journée, le bureau de poste reçut un colis, envoyé à l'Institut. À l'intérieur, une vidéo. Sur une simple clé USB, enveloppée dans un torchon. Dans la vidéo, Anna, les cheveux attachés, assise sur une pierre, la mère derrière elle, et un regard serein, de quelqu'un qui ne doit rien, elle parla d'une voix calme. « Ne vous inquiétez pas pour moi, je suis juste partie retrouver la pièce manquante. » Elle disait qu'elle devait comprendre les absences de sa mère, visiter les lieux dont elle parlait dans ses cahiers, refaire les pas qu'on avait effacés. Car certaines histoires ne se terminent pas avec la vérité, elles commencent avec elle. À la fin de la vidéo, elle sourit et dit « Ne me cherchez pas, souvenez-vous de moi ». À l'écran apparut l'image de l'Institut et la phrase « Le pain que tu donnes te ramène chez toi ». La vidéo devint virale, mais personne ne parvint à en tracer l'origine. Ni GPS, ni localisation, rien. Dony Azul ferma simplement la porte. Alluma une buzelle, lui murmura « Elle n'est pas disparue. Elle est devenue vent. » Mais tous savaient qu'Anna reviendrait, à sa manière, car celui qui partage le pain ne part jamais pour toujours. Le temps passa. L'Institut continua à fonctionner, plus fort que jamais. Des volontaires arrivèrent d'autres villes, des gens qui avaient vu la vidéo d'Anna et décidé de changer leur vie. Médecins à la retraite, professeurs, cuisinières, artistes, tous venaient, tous restaient. Et Anna devint un mythe. On racontait des histoires comme des miracles. On l'a aperçue dans un village reculé et a appris à une fillette à écrire le nom de sa mère avant de mourir. Elle a guéri une vieille dame seulement avec de la conversation, du café et de câlins. Elle a laissé une note dans une vieille Bible et la jeune fille qui l'a lue n'a plus jamais penché au suicide. Mais rien de tout cela ne venait d'Anna. Ça venait des autres, car elle-même restait silencieuse. Dony Azul maintenait tout en ordre. Le portail repeint, les fours allumés, les cahiers de la mère d'Anna enfermés dans un coffre-fort, intacts. Oui, des cahiers. Car avant de partir, Anna avait fait un dernier don. Un projet pour former de nouvelles leaders. Appelé Pain.
Chaque fillette choisie recevait une lettre, un morceau de tissu des vêtements d'Anna et une mission. Partage ce que tu as, même si ce n'est qu'un mot. Un matin, une nouvelle fillette arriva, timide. Elle portait un ruban bleu autour du cou. Elle fut accueillie par Dona Azul. « Quel est ton nom ?» La fillette répondit d'une voix fine, « Clara ». Zulmira se figea, le même prénom que la mère d'Anna, qui est envoyée. Elle souriait, une femme au bord de la route, mais elle m'a donné du pain, et elle a dit de venir ici, que vous comprendriez. Zulmira se figea. Zulmira s'agenouilla et vit, attaché au ruban bleu, un petit papier plié, écrit à la main. Elle se souvient de moi, comme toi tu t'es souvenu. Zulmira pleura pour la première fois depuis le départ d'Anna. Mais ce n'était pas de la douleur, c'était du soulagement. Là, devant elle, se trouvait la preuve qu'Anna n'avait plus besoin de revenir, parce qu'elle était déjà partout. Dans les mains de ceux qui donnent, dans les pieds de ceux qui marchent, dans l'estomac de ceux qui mangent, et dans le nom de ceux qui, enfin, existent. Anna avait tout laissé. Mais elle n'avait rien emporté, et ce n'était pas nécessaire, car son héritage n'était pas dans les biens. Il était dans les gestes. Des années plus tard, l'Institut Clara d'Anna devint une référence nationale. On en parlait dans les journaux, les manuels scolaires, les conférences à travers le monde. Il reçut des prix qui ne tenaient plus sur les murs. Mais le plus beau était ce qu'on ne voyait pas. C'était le silence avant le café, l'étreinte avant la douche, la patience avant l'alphabétisation. C'était le pain servi chaud même quand la facture d'électricité était en retard. C'était le geste. Et l'histoire d'Anna? Eh bien, elle devint légende. On disait qu'elle vivait maintenant dans un village du Nord, où elle aidait une communauté indigène à enregistrer les prénoms de leurs enfants. D'autres juraient qu'elle vivait dans un monastère, en silence, priant pour ceux qui n'ont jamais eu de voix. Certains disaient même qu'elle était morte, mais personne n'osait le confirmer. Dona Azul, vieilli, les yeux plus sages que jamais, restait assis sur la terrasse, la Bible sur les genoux et la théière sur le feu. Quand on lui demandait des nouvelles de sa petite fille, elle se riait. Anna ne disparaît pas, Anna change seulement de forme. Et si quelqu'un doutait, elle montrait du doigt. Tu vois cette fille-là, celle qui s'occupe du jardin, ou ce garçon qui enseigne à la musique, chacun d'eux. C'est Anna, car elle a laissé un morceau en chacun. Dans la bibliothèque de l'Institut, on accrocha un nouveau tableau. Une peinture d'Anna. Cheveux ouvrants, regard serein, un pain cassé entre les mains. En dessous, une phrase qu'elle avait elle-même écrite sur une serviette avant de partir. « Il y a des gens qui naissent pour accumuler. Moi, je suis né pour partager. » Et à côté, un vieux bouton. Celui qui s'était détaché de sa robe le jour où elle avait donné le pain au vieux sur la place. Ce n'était qu'un bouton, mais il disait tout. Lors de la cérémonie des 20 ans de l'Institut, une femme, très semblable à Anna, apparut parmi les invités. Elle s'assit au fond. Elle ne parla à personne. Elle observa en silence. À la fin, elle laissa une note sur la table de Dona Azul. Le pain était partagé, et maintenant, le monde est un peu plus entier. Zulmira ferma les yeux et murmura « Maintenant, oui, elle est revenue. » Car le monde tourne, mon enfant, et parfois, il tourne avec plaisir. Mais lorsqu'il tourne autour de quelqu'un qui aime, il cesse d'être rond et il devient un foyer.